Surgit comme de nulle part, avec sa forme futuriste, il marque tous les esprits. Avec le turbotrain à grande vitesse, la SNCF possède désormais un champion pour redorer son blason. Sauf qu'après quelques mois et des dizaines de milliers de kilomètres parcourus, un élément du train commence à inquiéter les ingénieurs. À 240 à peu près, en novembre 72, on a constaté des instabilités du bogie, c'est-à-dire des mouvements irrépressibles. Et lorsque vous poussez un caddie, que vous le poussez un peu vite et que la roulette n'est pas très bien ajustée, elle se met à faire ça, la roulette. Un bogie de train à grande vitesse, ça peut être pareil. On s'est demandé un moment, est-ce que finalement, nous ne sommes pas trop optimistes et est-ce qu'on va pouvoir exploiter à 260-270 km/h ? Alors que la SNCF se fait des sueurs froides avec son prototype, elle doit aussi faire face à un outsider. Surgit comme de nulle part, avec sa forme futuriste, il marque tous les esprits. Dans les années 60, un ingénieur français arrive avec sous le bras un projet dit d'aérotrain. Et alors, lui, il propose des vitesses qui sont absolument considérables, 300, 400 km/h. À l'époque, c'est complètement surréaliste. L'aérotrain bat à plaque couture le TGV 001 sur le registre de la vitesse. En 1969, il a déjà atteint les 422 km/h. Quelles sont les forces et les faiblesses de ces deux projets qui passionnent l'industrie du transport ? Pourquoi l'aérotrain arrive-t-il à séduire autant les décideurs de l'époque jusqu'à faire de l'ombre au TGV ? L'aérotrain, c'est un projet assez exceptionnel, qui était visionnaire. Il est hors de doute que ça nous a quand même donné un challenge que l'aérotrain. Voici l'homme qui fait de l'ombre à la SNCF à partir du milieu des années 60. Jean Bertin. Il n'y a pas d'organes qui sont en contact avec la voie. La machine peut aller à peu près à la vitesse qu'on veut. Polytechnicien brillant, il a déposé plusieurs brevets pour l'aéronautique. Jean Bertin, qui est un très grand ingénieur, il a eu l'idée de développer un train sur coussin d'air. Nouveau mode de transport, l'aérotrain ne réinvente pas la roue. Au contraire, il s'en débarrasse. C'est un train pour lequel les fonctions de sustentation sont des coussins d'air, c'est-à-dire que la caisse du véhicule repose sur des coussins gonflés d'air. Il y a une toute petite fuite d'air pour assurer la permanence de la pression. Et le guidage en transversal se fait par des coussins qui là sont verticaux et qui viennent emprisonner un rail en béton. L'infrastructure est un monorail en forme de T inversé d'une dizaine de mètres de hauteur. Pour propulser l'engin, 2 turbines actionnent une hélice de plus de 2,40 m de diamètre et pour freiner, Jean Bertin a imaginé ce qui équipe nombre d'avions depuis, l'inversion de poussée avec changement d'orientation des pales. L'aérotrain, c'est très simple et c'est pour ça que c'est une idée assez géniale. Les premiers prototypes sortent des ateliers de Jean Bertin dès le début des années 60 et ils ne cessent de s'améliorer par la suite. Si l'engin est effectivement génial, le concept, lui, présente un certain nombre de points faibles dès les origines. En fait, avec l'aérotrain, c'est comme si on avait inventé un bolide qui va beaucoup plus vite que les autres, mais qui ne peut pas rouler sur les autoroutes. Le problème absolument majeur, c'est qu'il fallait faire des infrastructures complètement nouvelles. Ils n'étaient pas compatibles, par exemple, avec une entrée dans la gare de Lyon. Imaginez un viaduc de Paris à Marseille. Et l'arrivée à Paris se ferait sur un viaduc en béton, c'est absolument impensable. L'aérotrain a un autre inconvénient, il faut le retourner. Donc retourner un véhicule, ça va, vous avez une plaque tournante, mais quand vous en avez 5, c'est quand même un peu plus délicat. Contrairement à l'aérotrain, le turbotrain à grande vitesse peut rouler dans les deux sens et peut rejoindre n'importe quelle gare du réseau ferré classique. De plus, pour ce qui est de la capacité, les deux technologies ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Quand on sait qu'un TGV fait 500 places, quand on met deux ensemble, on a plus de 1000 places. Là, c'était un véhicule qui faisait 80 places. Et donc,
économiquement, ça faisait une ligne très chère pour une capacité pas bonne du tout. Non seulement l'aérotrain embarque moins de passagers, mais il consomme plus d'énergie. Rien que pour la pression d'air, pour assurer la sustentation et le guidage, même à l'arrêt, on dépensait de l'énergie. Malgré toute cette série de talons d'Achille, l'aérotrain éclipse le TGV. Il faut dire que ce projet futuriste a l'oreille attentive des pouvoirs publics. Il y avait un attrait de la nouveauté, un lobbying parfait, une audience auprès de certains dans les cercles pouvoirs politiques. Le TGV, ça a été un développement entièrement pris en charge financièrement par la SNCF, alors que l'aérotrain, lui, était supporté par les pouvoirs publics. L'aérotrain à l'oreille du gouvernement de l'époque, parce qu'un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui innove. C'est l'époque du gigantisme, du progrès, de l'énorme, du jamais vu. Les performances de vitesse de l'aérotrain éblouissent tellement que l'État signe un contrat avec Jean Bertin pour la construction d'une ligne en région parisienne entre la ville nouvelle de Cergy et le quartier de la Défense. L'aérotrain semble avoir de beaux jours devant lui. Seulement, en 1974, le contrat est annulé. Pourquoi le gouvernement de l'époque fait-il un revirement à 180 degrés ? Quelques mois plus tôt, automne 1973, le prix du baril de pétrole s'envole. C'est le choc pétrolier. En 1973, le baril est multiplié par 4. Le chemin de fer, qui a des locomotives diesel, des autorails, ça n'affecte que pour 4%. Mais une voiture, c'est 40 à 50%. L'avion, c'est du 70-80% du prix. L'aérotrain, trop gourmand en pétrole, n'est plus en odeur de sainteté. Et le vent est en train de tourner au profit de la SNCF. Lors de l'un de ses derniers conseils de ministres, le président Pompidou valide le projet de ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon. D'autant plus facilement qu'il croit que le TGV 001 roule non pas avec des turbines à gaz, mais à l'électricité. Lorsque Roger Guibert, qui est président de la SNCF, présente le projet de ligne à grande vitesse Paris-Lyon, Georges Pompidou, il dit à Roger Guibert, mais au fait, votre train, il est bien électrique. Alors Roger Guibert sent avec lui. Il dit, oui, monsieur le président. Le lendemain, il dit aux ingénieurs, bon les gars, on a tout faux, il faut que ce soit électrique. Si la SNCF et Alstom sortent vainqueurs de cette bataille industrielle avec l'aérotrain, ils doivent désormais se retrousser les manches pour fabriquer un train compatible avec la nouvelle donne économique. Mais ce n'était pas du tout prévu. Il a fallu rééquiper. Mais c'est ce qui a sauvé le TGV. Il était électrique.